S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui, madame. Très bien, ok, on va relancer le Oui. cours alors. Merci, Yann. D'accord, je vous remercie. Je m'excuse, hein, c'est la logistique du département. Hein. Donc, il y a, je crois, un petit problème de connexion. Donc, on reprend. On était au niveau de l'intérêt des essais cliniques. J'ai bien précisé que pour l'intérêt des essais cliniques, le premier intérêt, c'est en fait évaluer le rapport bénéfice-risque. Donc, il faut que le médicament ait un maximum d'efficacité et un minimum d'effets indésirables. Bien sûr, ce rapport bénéfice-risque doit être évalué dans différentes indications pour lesquelles le médicament sera commercialisé et chez les différentes situations de personnes, c'est-à-dire en insuffisance hépatique, en pédiatrie, en gériatrie, etc. Deuxième intérêt de la réalisation des essais cliniques, c'est pouvoir déterminer les paramètres pharmacocinétiques. Et on l'a précisé déjà que ce sont des paramètres qui sont très importants pour pouvoir déterminer le schéma posologique du médicament. Et ce schéma posologique, lui, il conditionne l'efficacité atteinte ou pas des médicaments. Les paramètres pharmaceutiques sont aussi déterminés pour les différentes formes pharmaceutiques qui peuvent exister. À travers les essais cliniques, on peut également établir exactement le mécanisme d'action moléculaire du médicament et enfin pouvoir évaluer les médicaments en post-commercialisation, donc dans le cadre de la pharmacovigilance. Maintenant, on va parler des différents types d'essais cliniques qui peuvent exister. Pour les essais cliniques, on a plusieurs types. En premier lieu, ces essais cliniques peuvent être classés selon les modalités de déroulement, c'est-à-dire la manière avec laquelle le médicament, l'essai par contre clinique, se déroule. On distingue ce qu'on appelle l'essai ouvert. Un essai ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un essai non comparatif, c'est-à-dire on a un seul groupe de patients qui reçoivent tous le médicament expérimental. On ne compare pas entre deux groupes, non, un seul groupe qui va recevoir le seul médicament expérimental. Donc, je répète, essai ouvert, c'est synonyme d'essai non comparatif ou d'essai sans groupe de contrôle. Je peux dire aussi, s'il vous plaît les étudiants, vous désactivez vos microphones. Je peux dire aussi essai ouvert lorsque je parle d'un essai sans camouflage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un essai qui ne se fait pas en simple aveugle ou bien en double aveugle. Essai sans camouflage, c'est-à-dire que tous les patients connaissent la nature et la posologie du traitement expérimental qu'ils sont en train de recevoir. La même chose, l'investigateur clinicien, qui est en premier lieu un médecin, connaît également la nature et la posologie du médicament. Je récapitule. Un essai clinique ouvert est un essai non comparatif dans lequel tous les patients reçoivent le même médicament. Un essai clinique ouvert veut aussi dire un essai sans camouflage, c'est-à-dire que ce soit le patient, que ce soit l'investigateur, tous les deux connaissent la nature et la posologie du médicament administré. On passe maintenant à l'essai contrôlé, qui est l'opposé de l'essai ouvert. L'essai contrôlé, c'est un essai comparatif, c'est-à-dire on a deux groupes de patients, un groupe qu'on va appeler le groupe témoin, synonyme de groupe de référence ou de groupe de contrôle. Je répète, le groupe témoin, c'est synonyme de groupe de contrôle ou groupe de référence, c'est-à-dire c'est le groupe de patients qui va recevoir le médicament de référence. Le groupe traité, lui, c'est le groupe de patients qui recevra le médicament expérimental. Donc, un essai contrôlé, c'est un essai comparatif dans lequel on compare entre un groupe qui reçoit le médicament expérimental et un groupe qui reçoit le médicament de référence. La répartition des patients qui sont admis dans l'essai clinique se fait dans les deux groupes par ce qu'on appelle la randomisation. La randomisation, je l'ai déjà expliqué dans le cours de bioéquivalence, je vais le réexpliquer. C'est une méthode d'attribution et de répartition des patients dans les deux groupes au hasard. Au préalable, donc au début de la recherche clinique, la répartition se faisait vraiment par tirage au sort.
Mais ces dernières années, l'attribution ou la randomisation des volontaires dans les deux groupes se fait actuellement par ce qu'on appelle les tables internationales de randomisation que vous pouvez retrouver facilement sur le net. Je répète, donc la randomisation, c'est une méthode d'attribution des patients dans les deux groupes et elle se fait selon des tables internationales de randomisation. L'objectif de la randomisation, c'est assurer que les deux groupes soient similaires, assurer la comparabilité de groupes, d'une telle façon que s'il y a une différence dans les résultats, cette différence sera imputable aux médicaments et non pas aux patients. Donc la variabilité, on va essayer de minimiser au maximum la variabilité inter-individuelle. L'essai contrôlé veut dire également un essai en simple aveugle ou bien un essai en double aveugle, qui est l'opposé de l'essai sans camouflage. Le simple aveugle veut dire que le patient ignore la nature du traitement expérimental, mais l'investigateur clinicien le sait, le connaît. Ceci a pour objectif d'éviter les réponses orientées du patient. Donc, éviter si le patient a des préjugés, éviter que ces préjugés n'entraînent des erreurs dans l'interprétation des résultats. L'essai en double aveugle est très simple. À ce moment-là, tous les deux sont aveugles, c'est-à-dire que le patient ignore la nature et la posologie du traitement qu'il reçoit, mais aussi l'investigateur clinicien. Et l'objectif est clair, c'est éviter à la fois les préjugés de l'investigateur et les préjugés du patient. Vous m'entendez là? Parce que je vois une remarque, qu'est-ce que vous entendez? Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Donc, je termine. L'essai contrôlé veut dire à la fois un essai comparatif. Dans l'essai comparatif rentre en jeu la randomisation qui a pour objectif la similarité et la comparabilité des groupes. On a également l'essai comparatif ou l'essai contrôlé veut dire un essai. Répétez le simple et le double aveugle. D'accord. Dans le simple aveugle, le patient ignore la nature du médicament qu'il reçoit et quelle posologie, c'est-à-dire qu'il participe à l'expérimentation, mais il ne connaît ni le médicament ni sa dose. C'est pour éviter que le patient ait des préjugés ou des réponses déjà préparées et qui peuvent interférer sur l'interprétation des résultats. Le double aveugle, c'est-à-dire que le médecin ignore le médicament, bien sûr, il n'ignore pas la classe pharmacologique, il sait peut-être qu'il s'agit d'un antihypertenseur, mais quelle est la molécule? Non. Et il ignore également la posologie administrée. L'objectif, c'est éviter aussi les réponses orientées du médecin et dans certaines conditions, le conflit d'intérêt qui peut exister entre médecin et laboratoire pharmaceutique, où il peut favoriser le médicament d'un laboratoire par rapport à un autre. Donc ici, le double aveugle trouve son lieu. Pour la randomisation, j'ai une question concernant la randomisation. La randomisation, je répète, c'est une méthode qui permet de répartir les volontaires dans les deux groupes. Par exemple, j'ai 20 étudiants, je vais essayer, ou j'ai 20 participants, pardon, je vais essayer de répartir ces 20 participants dans les deux groupes, mais une répartition réellement au hasard. Pour respecter ce hasard-là, on doit utiliser des tables internationales de randomisation avec une procédure précise qui permet de mettre ou de répartir les 10 premiers patients et les 10 seconds patients. L'intérêt de la randomisation, c'est obtenir une comparabilité, une similarité entre les deux groupes et permettre une meilleure interprétation des résultats. Je ne vais pas réexpliquer le simple double aveugle, je l'ai déjà expliqué. Le simple aveugle, seul le patient ignore la nature du traitement, mais le médecin le connaît. Le double aveugle, tous les deux, médecin et patient, ignorent la nature du traitement. On passe maintenant à la deuxième classification, toujours selon les modalités de déroulement. On peut avoir un essai clinique unicentrique et un essai clinique multicentrique. Dans l'essai clinique unicentrique, c'est clair, l'expression l'indique, l'expérimentation ou l'essai clinique est réalisé dans un seul centre hospitalier ou dans certaines conditions extra-hospitaliers et assuré par une seule équipe de recherche. Dans les essais multicentriques, l'essai est réalisé dans plusieurs centres hospitaliers par plusieurs équipes de recherche, mais selon le même protocole. Et on désigne un seul investigateur coordinateur qui va coordonner les travaux entre les différents centres et permettre de collecter toutes les données et à la fin d'interpréter les résultats. C'est le cas, par exemple, actuellement, des essais qui sont faits, par exemple, sur la chloroquine.
et qui se font alors dans différents centres hospitaliers selon le même protocole de recherche, mais assuré par différentes équipes de recherche. On passe au deuxième critère de classification. Là, on a les essais cliniques sans bénéfice individuel direct et on a les essais cliniques avec bénéfice individuel direct. On commence par les essais cliniques sans bénéfice individuel direct, c'est-à-dire que le patient qui participe à ces essais ne peut estimer aucun bénéfice de sa participation. Ce sont des essais qui portent essentiellement sur des volontaires en bon état de santé, donc c'est sur des volontaires sains. Lorsque le patient sain ou le participant sain participe à un essai clinique, il ne va s'attendre à aucun bénéfice thérapeutique. C'est le cas, par exemple, des essais de bioéquivalence qui portent sur des volontaires sains, ou bien les essais à travers lesquels on peut évaluer une nouvelle technique d'imagerie médicale. On a besoin de volontaires sains, de volontaires en bon état de santé. Donc, on les appelle les essais cliniques sans bénéfice individuel direct, ou on peut aussi les appeler les essais cliniques sans finalité thérapeutique. C'est-à-dire, je répète, ce sont les patients qui ne peuvent estimer aucun bénéfice de leur participation. Et dans ce cadre-là, rentrent les essais de bioéquivalence. Donc, un essai de bioéquivalence est à la base un essai clinique, mais sans bénéfice individuel direct. On a en deuxième catégorie les essais cliniques avec bénéfice individuel direct. Ce sont les essais qui portent sur un médicament expérimental à travers lequel le patient peut estimer une efficacité. Par exemple, j'expérimente un médicament antidiabétique, j'ai besoin de patients diabétiques. Et ce patient-là va ressentir un effet qui est celui du médicament expérimental. Donc, dans les essais cliniques avec bénéfice individuel direct, l'efficacité du médicament, elle peut être ressentie chez les patients présentant la pathologie CID. Pour les essais de bioéquivalence, excusez-moi, je ne vais pas le réexpliquer, j'ai fait tout un cours sur les essais de bioéquivalence. J'insiste sur le fait que l'essai de bioéquivalence est un essai clinique, mais qui est sans bénéfice individuel direct. Alors, la réalisation des essais cliniques nécessite bien sûr plusieurs plans expérimentaux. La fiabilité de ces études, elle repose sur une méthodologie scientifique rigoureuse et éprouvée, surtout pour éviter tout biais ou toute erreur dans la collecte et l'interprétation des résultats. On a des études qui comportent un seul groupe de patients, c'est-à-dire que tous les patients vont recevoir le même médicament qui est le médicament expérimental ou qui est le médicament soumis à l'essai. Donc, c'est un essai clinique qui est ouvert. Et de la même manière, c'est un essai clinique qui peut être en simple aveugle. C'est-à-dire, il est ouvert parce qu'on a un seul groupe de patients et tous les patients reçoivent le même médicament. Et ces patients-là ignorent la nature du traitement qu'ils reçoivent, mais le médecin le sait. Et donc, c'est un essai ouvert qui peut être un essai en simple aveugle. Dans les études comportant deux groupes de patients, là, on a aussi deux types. On a ce qu'on appelle les essais cliniques en parallèle ou les essais en parallèle. Et on a les essais en chassé croisé ou les essais qui nécessitent un croisement d'administration. Je commence par les essais en parallèle, comme l'expression l'indique. Ce sont des essais qui comportent deux groupes en parallèle. Un groupe de patients recevra le médicament expérimental et un groupe de patients recevra le médicament de référence. Et par la suite, les résultats seront comparés entre les deux groupes. Je répète, pour les essais en parallèle, les volontaires sont répartis en deux groupes et chaque groupe de patients recevra différemment un médicament. Le premier groupe recevra le médicament expérimental, en même temps le deuxième groupe recevra le médicament de référence et les résultats seront comparés entre les deux groupes. En ce qui s'agit de l'essai croisé, on l'appelle également l'essai en chassé croisé. C'est un essai dans lequel les volontaires sont aussi répartis en deux groupes, mais les modalités de déroulement sont différentes. Dans un premier temps, un groupe recevra le médicament expérimental et l'autre groupe recevra le médicament de référence. C'est bon? Par la suite, on va respecter une certaine période de jours qu'on appellera la période du wash out, c'est-à-dire
c'est une période qui est nécessaire à l'élimination de la totalité du premier médicament de l'organisme du patient. Wash out. Après cette période, il y aura un croisement d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Le groupe de patients qui a reçu le médicament expérimental recevra le médicament de référence et le groupe qui a reçu le médicament de référence recevra le médicament expérimental. Et par la suite, les résultats seront interprétés. Je vais répéter pour l'essai en chassé croisé. Alors, j'ai une question. Les patients peuvent être sains et peuvent être malades selon les modalités de l'essai. Donc, il n'y a pas une exigence. Pour l'explication, je répète pour l'essai en chassé croisé. Le terme croisé veut dire qu'il y a un croisement d'administration. L'essai se déroule en 2 périodes. La première période, par exemple, elle se déroule un samedi. La deuxième période se déroulera le samedi d'après. Exemple. Dans la première période, on a 2 groupes de patients. Un groupe recevra le médicament expérimental, le groupe A. Le groupe B recevra le médicament de référence. C'est bon jusque-là? OK. Par la suite, on respecte cette semaine qui est nécessaire à l'élimination de la totalité du premier médicament de l'organisme de l'ensemble des patients. Par la suite, le même groupe qui a reçu le médicament expérimental recevra le médicament de référence. Et le groupe qui a reçu le médicament de référence recevra le médicament expérimental. Ceci veut dire qu'au bout du deuxième samedi, chaque groupe aurait reçu le médicament de référence et le médicament expérimental. Et les résultats seront comparés chez le même individu. Donc, chez le même patient, je vais comparer les résultats du médicament expérimental et les résultats du médicament de référence. C'est clair jusque-là? J'attends un oui pour avancer. Est-ce que c'est clair pour le chassé croisé? Très bien. Oui, madame. Très bien. L'avantage du chassé croisé, c'est qu'il permet une meilleure interprétation des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de variabilité inter-individuelle. C'est-à-dire que je vais comparer 2 médicaments chez le même sujet. Et donc, les résultats ou l'interprétation du résultat sera meilleure. Le chassé croisé permet aussi de recruter moins de patients que l'essai en parallèle. Et ça aussi, c'est un deuxième avantage. Par contre, pour le chassé croisé, on a besoin que la maladie reste stable dans le temps. J'ai une question. La durée du washout? Oui, la durée du washout, c'est en fonction du temps de demi-vie d'élimination du médicament. Et elle est de 6 à 7 temps de demi-vie. Si le temps de demi-vie est 10 heures, donc j'ai besoin d'un minimum de 70 heures pour que le médicament soit éliminé en totalité du premier de l'organisme suite à la première administration. Je répète, la durée du washout est de 6 à 7 temps de demi-vie. Si par exemple le temps de demi-vie est de 100 heures, donc à ce moment-là, j'ai besoin de 700 heures pour que le médicament soit éliminé en totalité. Si le temps de demi-vie d'un médicament X est important et supérieur, à ce moment-là, au bout d'1 mois, je ne peux pas m'assurer que la maladie que porte le patient peut rester stable dans le temps. Elle peut évoluer comme elle peut régresser. Et donc, je ne fais pas un essai en chassé croisé, mais je préfère faire un essai en parallèle. Je vais répéter les avantages pour les essais en chassé croisé. L'essai en chassé croisé permet une meilleure interprétation des résultats parce que la variabilité interindividuelle n'existe pas. On va comparer les 2 médicaments chez le même sujet parce qu'on a fait un croisement des administrations. Le deuxième avantage, c'est que l'essai en chassé croisé permet de recruter moins de volontaires et de patients que l'essai en parallèle. Par contre, l'essai en chassé croisé présente un inconvénient qui est la stabilité de la maladie. Si la stabilité de la maladie risque d'être perturbée par la durée prolongée de l'essai, à ce moment-là, je préfère faire un essai en parallèle qu'un essai en chassé croisé. On passe aux études comportant plusieurs groupes de patients. Chaque groupe de patients reçoit dans un ordre différent l'ensemble des médicaments. Par exemple, si l'essai comporte 3 périodes et j'ai 3 groupes, donc le premier groupe recevra en période 1 le premier médicament, en période 2 le deuxième médicament, en période 3 le troisième médicament.
En même temps, le deuxième groupe aurait reçu les mêmes médicaments, mais dans un ordre